Le modèle que tout le monde connaît, c'est ChatGPT. ChatGPT, en gros, on tape du texte en entrée et ensuite ça va nous générer une sortie qui va nous donner une réponse qui est censée nous aider. En fait, ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ça coûte vraiment beaucoup de hardware aussi, beaucoup de choses. Et un chiffre que je donne souvent, c'est que si chaque Français générait 5 pages de texte avec ChatGPT, c'est-à-dire que le ChatGPT lui répond 5 pages de texte, à ce moment-là, en termes d'énergie, on a besoin de 2 centrales nucléaires qui tournent 24 heures sur 24. Du coup, ça permet de se rendre compte un petit peu l'échelle à laquelle en fait l'IA a besoin de puissance de calcul pour tourner, et que si en fait c'est une révolution qui va être appliquée dans tous les domaines, il y aura aussi besoin de beaucoup d'énergie pour faire tourner ça, beaucoup de temps et beaucoup de choses en fait pour les mettre en place. Nous, ce qu'on fait à Pruna, on compresse les IA pour les rendre beaucoup plus efficaces, beaucoup plus économes en énergie, beaucoup plus rapides pour avoir une meilleure expérience utilisateur pour les compagnies, beaucoup plus petites pour permettre de les mettre sur par exemple des edge devices comme des téléphones, et aussi beaucoup moins cher parce que si on regarde les factures de nos clients sur les cloud providers, et ben ça coûte vraiment beaucoup d'argent, et c'est un gros frein en fait pour eux pour déployer leurs produits en fait. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast de Daphne qui met en lumière tous ceux pour qui on se lève chaque matin, nos entrepreneurs, et plus particulièrement ceux qui viennent de nous rejoindre. Je m'appelle Sophie et je suis au micro avec Pierre-Éric. Salut Pelle. Bonjour Sophie. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir un PhD en Machine Learning et il est aussi et surtout le cofondateur et Chief Scientist Officer de Pruna. On dit Pruna AI ou juste Pruna ? Bon, on peut dire juste Pruna, ça marche très bien. Ok, salut Bertrand, bienvenue. Salut. Avant toute chose, Bertrand, avant que tu nous parles de Pruna, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a mené jusqu'ici ? Ouais, bien sûr. Alors, je viens de Bretagne, à la base, et ensuite en fait j'ai fait mes études du coup entre Paris, Grenoble, Stockholm. Du coup mon parcours c'était assez standard, classe préparatoire, puis école d'ingé, puis j'ai été à l'étranger voir un petit peu ailleurs, un petit peu comment en fait on apprend à étudier, et on apprend les choses aussi ailleurs. Et j'ai commencé la recherche en fait pendant ce qu'on appelle la thèse de master. Du coup à la fin du cycle d'ingénieur, on doit faire une thèse de master. Et du coup, j'ai commencé la recherche là-dedans. Du coup, c'était à Télécom Paris. Et à Télécom Paris, j'ai fait pas mal de recherches, un peu diverses et variées, mais j'ai aussi lancé un package qui a été pas mal utilisé, qui s'appelle Scikit Network, qui est inspiré de Scikit-learn, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ensuite, j'étais très intéressé par la recherche et j'ai décidé en fait de continuer dans un doctorat parce que je trouvais que dans les grosses boîtes ça allait trop lentement, il y avait trop de processus, et du coup j'avais cette liberté un petit peu qui était hyper intéressante dans la recherche un petit peu académique. Et je suis parti en Allemagne parce que je sais que c'est très enrichissant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Je suis parti en Allemagne, j'ai fait ma thèse 5 ans avec mon superviseur de thèse, du coup, Stéphane Gunnemann, avec qui notamment j'ai cofondé du coup Pruna. Et pendant cette thèse, mon sujet principal était tout ce qui est reliable et efficient AI, qui est notamment un des sujets de Pruna. Mais je serais très content d'en dire plus tard. Eh bien, vas-y, très belle transition. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à Pruna ? En fait, on traite vraiment de l'efficient AI, et du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que le modèle que tout le monde connaît, c'est ChatGPT. ChatGPT, en gros, on tape du texte en entrée, et ensuite, ça va nous générer une sortie qui va nous donner une réponse qui est censée nous aider. En fait, ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ça coûte vraiment beaucoup de hardware aussi, beaucoup de choses. Et un chiffre que je donne souvent, c'est que si chaque Français générait 5 pages de texte avec ChatGPT, c'est-à-dire que le ChatGPT lui répond 5 pages de texte, à ce moment-là, en termes d'énergie, on a besoin de 2 centrales nucléaires qui tournent 24 heures sur 24. Du coup, ça permet de se rendre compte un petit peu l'échelle à laquelle en fait l'IA a besoin de puissance de calcul pour tourner, et que si en fait c'est une révolution qui va être appliquée dans tous les domaines, il y aura aussi besoin de beaucoup d'énergie pour faire tourner ça, beaucoup de temps et beaucoup de choses en fait pour les mettre en place. Partie de cette observation, nous, ce qu'on fait à Pruna, on compresse les IA
pour les rendre beaucoup plus efficaces, beaucoup plus économes en énergie, beaucoup plus rapides pour avoir une meilleure expérience utilisateur pour les compagnies, beaucoup plus petites pour permettre de les mettre sur, par exemple, des edge devices comme des téléphones, et aussi beaucoup moins cher parce que si on regarde les factures de nos clients sur les cloud providers, et ben ça coûte vraiment beaucoup d'argent, et c'est un gros frein en fait pour eux pour déployer leurs produits en fait. Du coup, nous on compresse les IA automatiquement pour les entreprises en utilisant toute la recherche qu'on a fait pendant des années, notamment en Allemagne. Et ta recherche, elle est essentiellement autour de modèles mathématiques ou elle implique d'autres domaines d'expertise ? Alors, la recherche, elle est à la frontière, tout ce qui est efficient AI, c'est à la frontière entre, d'un côté, on va dire, le côté mathématique et modélisation, et de l'autre côté, le côté hardware, c'est-à-dire la machine elle-même. Le modèle, il va tourner sur un hardware. Du coup, il faut toujours créer un modèle qui va être bien adapté au hardware sur lequel il tourne. C'est pour ça que c'est très compliqué de refaire tourner efficacement un modèle sur un hardware. C'est parce que ça doit être adapté. On va pas pouvoir appliquer les mêmes astuces ou les mêmes méthodes de compression si on compresse sur pour un téléphone ou si on compresse sur un GPU qui est le hardware numéro 1 pour faire tourner des IA. Et alors, comme tu parles des puissances de calcul, là, est-ce que la domination d'NVIDIA a vocation à perdurer ou un AMD ou un autre acteur potentiellement peut pénétrer le marché en ayant des cartes qui répondent mieux au modèle LLM ? On voit beaucoup d'autres entreprises qui arrivent et qui proposent d'autres types de hardware. On pense souvent à LPU de Grok, qui eux sont vraiment optimisés. On voit souvent cette photo en fait du hardware lui-même qui a un aspect visuel très différent des GPU Nvidia. C'est quelque chose qui est hyper intéressant. Après, si on regarde statistiquement, et moi je viens de la science et du coup je regarde beaucoup les données, et ben en fait on a l'impression qu'ils dominent toujours autant et que toutes les entreprises qui proposent de nouveaux hardware, elles ont du mal à vraiment pénétrer, à proposer quelque chose qui va être concurrencé en fait, du coup Nvidia dans ce côté-là. Et donc si on revient à Pruna aujourd'hui, vous en êtes où en termes de développement et de product market fit et d'adoption ? C'est une très bonne question. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé Pruna il y a un peu moins d'un an, officiellement. C'était en novembre l'année dernière. Et là, ce qu'on a fait pendant cette première année, en fait, on a développé notre premier produit, on l'a mis en production chez nos premiers clients qui l'utilisent des milliers d'heures par mois. On a aussi montré un petit peu ce qu'on sait faire en fait à la communauté en mettant plein de modèles compressés open source. Une des choses où on est très fier, c'est qu'on est le premier contributeur sur Hugging Face en termes de modèles. Hugging Face, c'est un énorme repo où il y a tous les modèles d'IA qui existent. Et nous, on a 6500 modèles que des gens utilisent des millions de fois. Et du coup, on est très fiers, on va dire, de tous ces avancements. Et là, on a fini notre levée de fonds qu'on va annoncer bientôt. Et on est en phase en fait d'expansion. On va essayer d'agrandir les équipes, d'intégrer notre service à plusieurs endroits et des choses comme ça. Et ces modèles de compression, vous les avez inventés vous êtes parti de zéro? Il y avait déjà des modèles existants, mais qui étaient à peaufiner, on va dire. Alors, du coup, il y a les modèles d'IA. C'est des modèles qui existent déjà. On dit qu'ils sont pré-entraînés, c'est-à-dire qu'elles ont déjà vu des données pour un domaine spécifique. Par exemple, il y a Llama qui est très connu de Facebook. Du coup, ça, c'est des modèles pré-entraînés. Mais nous, on va appliquer des méthodes de compression sur des modèles comme ça. Et ces méthodes-là, c'est des méthodes que soit on a développées, et du coup, on a une grande expertise dessus, soit, en fait, on connaît aussi, on se nourrit, en fait, de toute la recherche existante, qui est difficile à mettre en production, parce qu'il y a un gros gap entre le stade de recherche et le stade de mise en production, on va dire, de toutes ces méthodes. Et ça, on l'utilise aussi. On va pas se restreindre simplement à utiliser des choses que nous, on a développées, parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qui existent, il y a plein de chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Et quelle est l'économie que vous permettez de générer, en tout cas le niveau de performance que vous extériorisez ? Ouais, c'est une très bonne question. Alors,
Globalement, je suis obligé de dire ça dépend, parce que ça dépend en fait du type de modèle et du type de hardware. Comme je dis, c'est à la frontière entre modèle et hardware. Du coup, la plupart du temps, en fait, on va faire entre du x2 minimum pour la plupart des modèles. Une centrale déconomisée. Voilà, exactement. Et jusqu'à du x100 en fait. On peut faire même du x180 pour certains types de modèles. Et globalement, si je peux donner quelques catégories, c'est que ça dépend du type de données, on va dire, que ces modèles processent. Et du coup, il y a des modèles LLM qui, là, on va pas faire du x100 à tous les coups, mais il y a des modèles qui processent des images purement. On dit computer vision souvent. Et ben là, on peut faire vraiment des grandes accélérations et des grandes économies. Et tu as évoqué tout à l'heure que vous aviez des clients qui vous utilisaient déjà. Tu peux en citer quelques-uns ou nous dire un peu la typologie de ces clients ? Je peux expliquer au moins un petit peu quel type de tâches ils ont. Ça, je pense que je peux facilement l'expliquer. Du coup, par exemple, un des clients qu'on a, c'est ils doivent faire de la génération d'images. En gros, ils ont une image, par exemple, ils ont une image d'appartement, on va dire ça comme ça, avec où il n'y a pas de meubles dedans. Et ce qu'ils veulent, c'est rendre l'image plus sexy en rajoutant des meubles. Comme ça va améliorer, on va dire, l'expérience utilisateur voilà. Ils vont être intéressés d'acheter, on va dire, cet appartement. Et ça prend beaucoup de temps, en fait. On peut utiliser une IA pour rajouter des meubles automatiquement, mais ça prend du temps. Ça prend entre 10 et 15 secondes, on va dire, si on n'optimise pas l'IA. Et dans ces 10 et 15 secondes, l'utilisateur, il va juste quitter la plateforme. Nous, ce qu'on permet de faire, c'est qu'on fait en sorte que ça va durer 4 secondes, voire moins. Et là, le client, il va rester sur la plateforme. Mais en fait, en pratique, on a vu des démos où en fait, on passe de 2 minutes d'expérience utilisateur avant qu'on utilise notre plateforme à je sais pas, quelques dizaines de secondes, et le client est très satisfait avec ça. Alors, si on revient à l'IA et qu'on parle de manière plus macro, comme pour chaque révolution, il y a une catégorie de la population qui doute de l'impact de l'IA. Comment tu vois les choses de ton côté ? Donc, on a commencé par l'avènement des modèles, et finalement qui sont arrivés très rapidement. Il y a toute la couche d'infrastructure dont tu es en train de parler, et où Pruna se positionne. Et puis, il y a toute la couche applicative. Comment tu vois un peu l'évolution de ces trois layers ? Et puis avant ça, du rôle de l'IA dans la société et dans notre vie de tous les jours à court et moyen terme. Du coup, les trois layers que tu cites, c'est applicatif, c'est infrastructure... modèle, infrastructure et application. Okay. Alors, je pense qu'en termes de modèle, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. En fait, des modèles qui sont capables de faire des choses folles en médecine, ça existe. S'il y en a qui sont intéressés, AlphaFold, c'est un modèle qui a fait beaucoup de bruit notamment. Du coup, au niveau des modèles, il y a plein de choses qui sont faites en termes de texte, en termes de génération d'images, en termes de plein de choses. Du coup, ça, c'est quelque chose, je pense, qui a déjà été réalisé. En termes d'infrastructure, ça, c'est quelque chose qui est souvent plus compliqué parce qu'on a besoin aussi de beaucoup de puissance de calcul, et c'est quelque chose qui est très limitant pour les boîtes. On parle souvent de shortage en GPU, c'est-à-dire que les GPU qui sont ce type de hardware que tout le monde a besoin en fait pour utiliser l'IA, il y en a pas assez en fait. C'est pour ça que Nvidia, ils arrivent à en vendre tellement en fait de ces machines-là à des prix exorbitants. C'est parce que en fait c'est rare cette denrée. C'est pour ça qu'on a investi dans Pascal. Voilà, c'est ça. Petit placement. Et du coup, ça, c'est quelque chose déjà qui est assez difficile. Et après, sur le troisième aspect, l'aspect applicatif, c'est les gens, ils ont besoin d'avoir confiance et d'être capables d'utiliser l'IA. Et souvent, quand je discute avec des spécialistes, par exemple en médecine ou, je sais pas, dans des projets légaux, ils ont du mal à faire confiance en l'IA. Ils ont besoin d'une interface qui va leur donner confiance et sur lesquelles ils pourront aussi avoir un certain contrôle. Ça va être en fait un nouvel outil qui va permettre, par exemple, de générer, on va dire, un document légal assez rapidement. Et après, ça va leur économiser déjà des heures, en fait, d'écriture. Et après, ils pourront faire des passes et améliorer, voire vérifier, en fait. C'est dans ce sens-là que ça va changer vraiment leur métier. Ça va leur économiser beaucoup de temps pour le premier draft, la première création de choses. Et quels sont les secteurs qui vont être les disruptés le plus rapidement, tu penses ? Plus rapidement, alors là, je pense qu'il peut en avoir
Beaucoup, je peux en citer beaucoup parce que, comme je disais, il y a des modèles pour chaque industrie. Le médical, je trouve, c'est toujours fou un petit peu tout ce qu'il y a en termes de découverte de nouveaux médicaments et tout ça. Je recite AlphaFold, mais il y a plein de modèles que aussi on a développés dans notre labo quand j'étais doctorant, qui s'appelle GemNet, DimeNet et tout ça, que des gens comme Google sont super intéressés. Du coup, ça, c'est une industrie définitivement, je vois vraiment beaucoup de choses. Aussi dans le domaine de la création, l'artistique, pour avoir des premiers drafts. Ça, beaucoup de aussi des clients qui sont intéressés vraiment d'avoir la création, je sais pas, d'emojis ou tout ce qui est dans le jeu vidéo. Ça, c'est des choses qui est très intéressant aussi pour l'IA et facile à procéder. Et peut-être le dernier truc que j'ai, le légal. Tout ce qui est lié au légal, avec des documents qui doivent faire 120 pages, qui sont durs à générer, tout ça. On a plein de boîtes qui arrivent vers nous et qui disent en fait on voudrait remplir ce document automatiquement. Ça normalement ça nous prend des heures, des jours avec des humains. et du coup en fait on peut juste donner à l'IA on input plein de documents en entrée et il va générer, on va dire. Si on revient à Pruna, chaque aventure entrepreneuriale est d'abord une aventure humaine. Tu peux nous parler de tes associés peut-être? Ouais, bien sûr. Du coup peut-être que je peux revenir au tout début, voilà, la genèse exactement. Du coup, moi au début en fait je faisais mon doctorat et je faisais mes papiers, on va dire, dans mon coin et j'étais curieux un petit peu de savoir à quel point tout le monde pouvait faire ça chez lui de la même manière. Du coup, j'ai essayé d'estimer combien ça coûte en termes de puissance de calcul de juste faire un de mes papiers. Et je me suis dit, sans doute tout le monde peut le faire, mais en fait quand j'ai calculé ça faisait 10 000 euros. Du coup, tout le monde peut pas le faire avec son ordinateur de son côté. Et après, je me suis dit, en fait, moi, je suis pas le pire. Il y a des gens, ils font des papiers bien plus costauds que moi en termes de puissance de calcul. Et quand on regarde Google, qui utilise des centaines de hardware, des TPU normalement en parallèle, ça coûte des millions d'euros. Et du coup, là, je me suis dit, c'est clairement pas accessible à tout le monde. C'est dommage parce que c'est une technologie vraiment folle, mais tout le monde peut pas y accéder. Et aussi, c'est pas durable, c'est-à-dire que ça grandit beaucoup, mais ça consomme tellement, en fait. Ça consomme, on peut revenir aux chiffres qu'on avait au début. 2 centrales nucléaires, on peut pas se permettre. Qu'en France. Voilà, que en France. Du coup, ça, c'était la base. Et après, je me suis dit, OK, je suis intéressé de partir sur le projet vraiment, partir sur un projet start-up pour avoir un vrai impact. Pas retourner dans une entreprise où il peut y avoir des processus lents, pas retourner dans l'académique où j'aurais l'impression de pas avoir un impact réel, mais je vais aller vraiment donner un vrai impact. Et du coup, j'en ai discuté avec notamment Stéphane, qui était mon superviseur de thèse, et lui qui était vraiment ouvert et qui m'a laissé le temps, en fait, d'un petit peu structurer ça et de candidater pour avoir des premiers fonds avec l'État allemand ou des choses comme ça. Et ça a vraiment beaucoup aidé. Et du coup Stéphane il m'a beaucoup aidé là-dedans et ensuite j'ai aussi du coup récupéré une des personnes avec qui j'ai beaucoup travaillé dans mon labo qui est John qui a aussi beaucoup travaillé avec moi et on a fait des papiers de recherche notamment sur tout ce qui est compression d'IA et il manquait une pièce on va dire une pièce à l'équipe qui était avoir un profil un peu plus entrepreneurial qui est capable en fait de parler de ce qu'on fait et de vulgariser ce qu'on fait. Et là c'est du coup Ryan avec qui j'ai étudié en classe préparatoire. Et du coup on s'est réunis, on a réussi à faire une équipe qui a bien marché jusque là, je pense. Vous recrutez un petit peu? Pas encore, peut-être. On recrute même beaucoup en ce moment. Du coup au début on était les 4 cofondateurs. Mais là, on se met vraiment à recruter beaucoup. On est déjà 6 au total. On a 2 autres personnes qui ont accepté la semaine dernière. Et je pense que le but, c'est d'être entre 10 et 15 assez rapidement. Ouais, du coup, c'est quel genre de profil? On a 3 équipes. Une équipe qui est vraiment research engineer, du coup, qui a un profil qui est capable d'en comprendre la recherche, parce que l'IA, ça va très vite. Il faut être capable de comprendre la dernière recherche qui existe et capable de la transformer, du coup le côté ingénieur, la transformer en produit. Du coup ça c'est une des premières équipes. On a une équipe MLOps qui est responsable de l'intégration. On parlait un petit peu de l'infrastructure, du coup MLOps c'est très important pour que les gens puissent utiliser ça facilement. Et une équipe qu'on appelle Go-to-Market qui nous permet aussi de toucher les meilleurs canaux qui existent pour simplement que nos clients utilisent nos produits et soient satisfaits.
Et tu dis justement que l'IA, ça va très vite et qu'il faut être capable de la comprendre. Quel conseil tu donnerais à une entreprise pour pas être à la ramasse ou même à un individu? Comment tu fais pour rester toujours à la page de ces dernières innovations qui arrivent tout le temps? Je dirais, sauf si on a une équipe de recherche dédiée, malheureusement, les entreprises pourront pas en fait lire tous les papiers eux-mêmes. Du coup, je dirais, il faut forcément utiliser des outils existants, des choses existantes. Sinon, en fait, on va se mettre à redévelopper des choses que des gens sont capables de faire bien mieux. Et il n'y a pas d'intérêt à qu'une entreprise où sa spécialité c'est, je sais pas, c'est une entreprise d'avocats, de recréer son IA de zéro. Ça va être trop compliqué. Voilà. Du coup, je dirais malheureusement, c'est utiliser des outils et notamment utiliser Pruna sans doute. Est-ce que vous avez un peu des gros projets à venir pour la fin d'année ou peut-être pour 2025? Quelle est la trajectoire? On a beaucoup de projets sur beaucoup d'aspects à faire. Alors, une des premières choses qu'on a à faire, c'est bien sûr le recrutement. Ça, on veut que ça aille vite parce que... À bon entendeur. Voilà, c'est ça. Il y a déjà beaucoup de monde qui candidate, du coup, il faut être rapide. C'est ça que je dirais. Ça, c'est une des premières choses. Une fois qu'on a l'équipe, on peut vraiment travailler juste concentré sur notre objectif. Ensuite, on a pas mal de nouvelles features qui arrivent sur notre produit pour être capable en fait d'être plus facile à utiliser pour nos utilisateurs. On prévoit aussi de mettre certaines parties du produit open source qui va être très intéressante et de compresser encore plus, on va dire encore plus de modèles sur Hugging Face. C'est quoi l'intérêt pour vous de mettre en open source? Quand tu parlais de Hugging Face et de mettre tout à dispo, c'est quoi votre intérêt? Nous, notre intérêt numéro 1, c'est que les gens puissent utiliser et tester d'eux-mêmes. Souvent, ils nous croient, enfin, ils ont pas envie de nous croire, nous, mais il faut qu'ils testent d'eux-mêmes. C'est de potentiels clients voilà, a posteriori. Exactement. Ils testent d'eux-mêmes et voient eux-mêmes que ça marche. Magnifique. J'ai une question, mais je sais pas si je peux la poser. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Daphni pour cette levée de fonds? Après, je te poserai la même, Pelle. Pourquoi Pruna? Daphni, on a eu un vrai match avec eux parce que on a senti qu'ils étaient vraiment prêts à nous aider, à nous accompagner, et notamment on le voit par ce podcast qu'ils nous mettent en valeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a fait beaucoup, qui nous apporte beaucoup de soutien. Ils ont un très bon réseau qui nous connecte avec les personnes importantes et nous permettent aussi, voilà, de voir des nouveaux clients potentiels, des personnes qui peuvent nous aider à prendre les meilleures décisions. Voilà. Tout simplement. Pelle, pourquoi Pruna? Je dirais, il y a plusieurs raisons, mais la première évidemment c'est l'équipe, son expertise, son expérience. La deuxième, c'est qu'on en est convaincu, et c'est lié à la question précédente, que l'IA va tout révolutionner, même si il y a quelques personnes pour contester cette thèse. La rupture va être gigantesque, et plus que toutes celles qu'on vient de connaître récemment, notamment même celles autour du cloud, autour du mobile. On n'imagine pas encore toutes les conséquences en termes d'application, d'usage, de nouveaux usages, de nouveaux marchés, etc. Et la troisième, qui est fondamentale pour nous, parce que c'est notre thèse d'investissement depuis 2016, c'est que tu l'as très bien dit, vous économisez, vous développez des technologies qui sont frugales. Et donc ça permet de profiter des technologies tout en répondant à notre thèse, qui est d'avoir un impact positif d'un point de vue sociétal et environnemental. Et là, l'empreinte carbone, elle est clairement réduite. Et l'usage des technos est inéluctable, mais il faut aussi développer celles qui permettent de répondre aux enjeux du moment, et notamment autour de l'environnement. Et vous êtes pile dans la thèse. Merci, ça fait plaisir à entendre. Est-ce qu'on a d'autres choses à se dire? Bertrand, est-ce que tu as des messages à faire passer? Vous recrutez, ça c'était un premier message. Moi j'ai une question. Est-ce que, par rapport à tes expériences multiculturelles, qu'est-ce que tu retiens de tes différentes expériences dans les différents pays, et d'ailleurs en intégrant la France, qu'est-ce qui est différent et mieux? Et en France, il y a plein de choses qui sont différentes et mieux qu'ailleurs, mais que ce soit en Allemagne ou à Stockholm.
Ou même, on sait qu'on peut même parler de Grenoble parce que, moi, je suis de Grenoble. et finalement, Paris est tellement, la France est tellement centralisée qu'il y a aussi plein de choses à apprendre et à tirer de la province. Et donc, un jour, j'espère que on sera plus décentralisé. Ah, ok. T'es pas obligé de parler de Grenoble, hein. C'était juste c'était un placement produit. Vive Grenoble. Vive Grenoble, ouais. C'est une très bonne question. Alors, j'ai été aussi pas mal aux États-Unis pour faire de la recherche. J'ai été aussi en Angleterre à un moment où j'étais. Mais génial. Donc, du coup, un peu toutes ces expériences-là. Ouais. Moi, quelque chose qui m'a, on va dire pas choqué, mais que je remarque le plus entre la différence entre, par exemple, la France notamment et la Suède et l'Allemagne, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'en Suède et Allemagne, on peut vraiment faire confiance aux gens sur beaucoup de choses. En fait, très directement. En fait, si quelque chose a été un accord, en fait, on peut lui faire pleinement confiance. Il y aura pas de problème. Ça va se passer tel quel. On n'a pas besoin de le vérifier. Il y a des exemples tout bêtes de la vie commune, la vie commune où simplement, par exemple, il y a moins de vols. Si on compare Paris et Munich, c'est une grosse différence. Mais aussi, en fait, c'est des choses toutes bêtes comme les meetings. Ils ont un plan très structuré dès le début. Ils sont à l'heure. Comme notre podcast, quoi. Ouais. Très structuré. Très. On était à l'heure. Ouais, mais je pense que c'est aussi ça qui m'a attiré un petit peu au début avec l'Allemagne et la Suède. C'est vraiment avec ce côté un peu chercheur scientifique. J'aime bien ce côté structuré là et du coup ça m'attire un peu. Rigoureux. Voilà, rigoureux. Ça paraît un peu comme un préjugé, mais c'est quelque chose, je trouve, qu'on observe quand même. Dans l'équipe, on dit qu'il y a des saltimbanques et des géomètres. C'est un peu ça, finalement. Ouais, c'est un peu ça, je pense. Mais après, il y a quand même un avantage à la France, c'est une sorte de flexibilité que des pays n'ont. Et de créativité. Ouais, et de créativité. Exactement. Ça a l'air de préjugé, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti vraiment à travers mes expériences. Et la flexibilité, être capable de prendre un peu de temps pour faire autre chose, créer un nouveau package, dans mon cas par exemple, ou des choses comme ça, ça permet en fait de créer des nouvelles opportunités. Et est-ce que tu confirmes que le niveau de maths des ingénieurs français fait partie des meilleurs, puisqu'en fait il y a tout cette dynamique là autour de l'écosystème d'ingénieurs, plutôt de matheux français, qui est extrêmement porteuse. Et tu as pu le constater, toi, par rapport à tes expériences à l'international? Je pense... moi j'ai fait ma prépa il y a 10 ans. Et je pense que le niveau de maths qu'on apprend en classe prépa, parce que c'est principalement à ce moment-là qu'on acquiert ce niveau vraiment solide, il est clairement supérieur à d'autres endroits. Genre on a en 2 ans de classe prépa, j'ai l'impression que on connaît plus de maths que après à la fin de l'université dans plein d'universités à l'international. Genre même maintenant dans ma recherche, je me suis souvenu en fait de théorèmes ou de choses comme ça que j'avais vu en classe prépa et qui ont été utiles dans ma recherche et qui étaient nouveaux pour plein d'autres. Du coup, ça fait 10 ans, peut-être que c'est un petit peu passé comme évaluation, on va dire, du niveau de maths, mais je pense qu'on a toujours un niveau très solide en maths. Et je le vois aussi en faisant les entretiens des candidats pour Pruna qu'ils sont très solides. Et si on pose des questions plus perso, t'as des passions dans la vie en dehors de l'IA et de Pruna? On a un sportif avec nous. Exactement. J'adore le sport et du coup je fais pas mal de foot. Juste à côté de l'Allianz Arena, qui est le stade de Munich, pas à l'Allianz Arena même, mais presque professionnel, on va dire ça comme ça. Et sinon, j'adore tout ce qui est sport en fait, le vélo, la course, tout ça, je suis très fan. Nous aussi, on adore. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est... Parce qu'on l'a pas dit, mais on est quand même actionnaire de Pruna. Ça va être annoncé prochainement. Ça sera annoncé, ouais. Bon, on a fait le tour? Est-ce que tu as des choses à ajouter? Si tu devais expliquer à des jeunes étudiants les raisons pour lesquelles ils doivent rejoindre le marché de l'IA, tu vois, s'ils se posent des questions, quels sont un peu les 2-3 arguments que tu donnerais
Donc il y a celui qui peut être évident, qui est de dire que ça va tout révolutionner. Ouais. Et comment ils peuvent adresser l'IA sans être obligatoirement un expert comme toi en maths? Est-ce qu'ils peuvent l'être en ayant de très bonnes connaissances en data science? Et s'ils veulent travailler plus sur la partie applicative au produit, qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire pour être performant? C'est une très bonne question. Alors, une des raisons... Et pourquoi on dit ça? C'est que finalement, 50% des métiers de demain n'existent pas. Et demain, c'est dans 10 ans. Et il va y avoir tellement de nouveaux métiers autour de l'IA qu'il va falloir acculturer le marché pour qu'il y ait plein de compétences qui rejoignent ce secteur. Oui. C'est une très bonne raison. Elle est évidente, cette raison, mais parce que ça va révolutionner tous les métiers, c'est important de connaître l'IA. Mais déjà, la deuxième raison, c'est parce que c'est vraiment intéressant, excitant de voir toutes les opportunités en fait que ça crée. Et on n'a pas besoin de connaître le très bas niveau de l'IA, de savoir comment ça marche mathématiquement pour faire des choses intéressantes. Il y a aussi, même à Pruna, il y a des postes dont on a besoin. Ils n'ont pas besoin de connaître les mathématiques derrière, mais juste comprendre comment parfois brancher de manière intelligente deux modèles ensemble. Quels sont les cas d'utilisation qui sont pertinents. Ça, c'est des choses que tout le monde peut faire en passant un petit peu de temps en fait à comprendre juste comment ça marche. Et il n'y a pas besoin d'un niveau d'études, on va dire, d'avoir bac plus 10 ou des choses comme ça. Tu peux t'auto-former, t'as des tutos, des formations en ligne. Ah oui. Ouais, il y a plein de formations. Moi, il y a des cours que j'aime bien. Là, malheureusement, c'est des cours américains, mais les cours du MIT, tout ça, ils sont vraiment géniaux. La plupart du temps, ils sont sur YouTube gratuitement, et on peut se former en fait très rapidement à un très bon niveau. Soit que ce soit le côté très mathématique, soit que ce soit le côté en fait ingénierie pure, quoi. Intéressant. T'as une punchline qu'on doit retenir après ce podcast? Une punchline liée à Pruna? Liée à ce que tu veux. Liée à ce que je veux. Nous, notre punchline chez Pruna, c'est make AI great, make great AI accessible and sustainable. c'est notre punchline à nous. On finira là-dessus, c'est parfait. Merci Bertrand. Voilà. Merci Bertrand. À plus, ciao.